Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode aujourd'hui témoignage. On fait ça avec Elena. Salut Elena. Salut Maxime. Merci de venir au micro parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, quelque chose de très intéressant à démêler. Est-ce que tu es interne en médecine ? C'est une bonne question pour commencer. Je dirais plus maintenant. Plus maintenant, je ok. pense. Or, ce podcast, il parle de cursus et de parcours médicaux. Et donc, il y a sans doute des choses à évoquer et à décortiquer. On va expliquer tout ça. D'où est-ce que tu arrives ? Là, j'arrive de Montpellier. Ok. C'est là où j'ai fait mes études à la base. Ok. Tes études, notamment, de médecine ? De médecine. Ok. Et tu as fait ton enfance Ouais, c'est ça. à Montpellier aussi ? C'est ça. En fait, j'ai grandi à Montpellier. J'ai fait les études de médecine à partir de la P2 à Nîmes. D'accord. Il y a deux sites. C'est la même fac, mais il y a deux sites. Ouais. Ok. Très bien. Et comment s'est passée, par exemple, la première année de médecine ? Est-ce que une grande joie à réaliser cette première année, une satisfaction personnelle d'avoir le concours ? Oui, cette première année, pour moi, c'est très bien passé. J'ai vraiment bien aimé la première année de médecine. Il y a quand même des hauts et des bas dans une année comme ça, mais j'étais contente de préparer ce concours. Mhm. J'adore travailler, donc j'étais contente de bosser chez moi toute la journée, bizarrement. La place de la médecine, on pose beaucoup la question dans ce podcast. La place de la médecine avant de partir en première année, c'était un vrai objectif lointain, une passion ? C'était un peu... C'était pas un choix de cœur depuis que j'étais petite. Mon frère, juste avant moi, a fait médecine 2 ans avant. J'ai mon père qui est médecin aussi, donc j'avais plusieurs idées avant de commencer et je pense que j'aimais bien l'idée que ce soit difficile en fait et que ce soit un challenge. Des bonnes études, quelque chose d'intéressant. J'aimais le contact avec les autres humains. Je me suis dit ça peut être pas mal, mais c'était pas un choix hyper réfléchi. J'avais envie de faire la première année, mais j'avais pas réfléchi à tout ce qu'il allait y avoir derrière, donc j'y suis allée un peu en me disant j'aime bien bosser, je suis pas trop nulle à l'école, ça devrait bien se passer. Ok. Une motivation familiale ? Je pense en partie, inconsciemment. Je pense que ça rendait fiers mes parents. J'ai vu mon frère juste avant moi, donc je pense qu'il y avait aussi, j'avais envie de suivre mon frère. Qui avait eu son concours aussi, qui était avait eu étudiant. sa PACES à Montpellier. Donc je pense qu'il y a une grande part de ça, mais je m'en rends pas compte sur le moment, je pense. D'accord. Et donc on va dire en pourcentage, ambition personnelle et volonté de faire plaisir à la famille. Qu'est-ce que tu dirais ? A posteriori, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour faire plaisir à la famille que j'ai continué. Je pense que j'ai quand même commencé par envie de faire cette première année, de passer un concours. J'avais envie de faire des études. J'avais pas la notion de ce que seraient ces études. Mais je pense que c'était à peu près moitié-moitié. Dans tout le cas, c'est très difficile. On a 17-18 ans, le bac, on a des choix à faire. Avoir des idées hyper claires à ce moment-là sur ce qu'on veut faire, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le sentiment assez représenté chez l'ensemble des étudiants en médecine, c'est que il y a une volonté de faire plaisir, vraiment à l'entourage, et ça c'est assez intéressant. Ok. La première année, tu te sens adapté ? Tu trouves que la complexité ne te fait pas trop mal en termes de santé mentale et que ça roule bien ? La première année, pour moi, se passe vraiment bien, je pense. Après, je pense qu'à cette période-là, j'avais moins conscience de ce que ça voulait dire aller bien en termes de santé mentale. Mais ça allait, je sortais du bac, j'étais en forme quand même physiquement et mentalement. Et je pense que ça se passe vraiment plutôt bien pour moi. Et en plus, je la passe du premier coup. Ah, ok. Donc je la fais qu'une fois. Il y a un peu la grande peur pour tous de redoubler. Donc moi, je redouble pas. Donc je me dis, déjà, c'est pas mal. Et pour j'aime travailler, j'aime apprendre, j'aime le concours. Et je me souviens d'être stressée, mais beaucoup moins relativement avec le début de l'internat, par exemple. Ok. Tu rentres en deuxième année. La troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Est-ce que tu te sens à l'aise ? On parle beaucoup, là aussi, dans d'autres épisodes, du fait que médecine soit une ambition. On met énormément d'énergie dans la bataille du concours. Et arrive seulement après
ce recul de se demander, ok, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que tu as quelque chose qui s'installe à ce moment-là, de te dire, en fait, c'est peut-être pas le truc qu'il fallait que je fasse? En fait, c'est marrant, mais moi, je me pose pas la question avant longtemps. Je pense qu'il y a justement dans ces études, il y a aussi un peu un flow dans lequel on est pris où ça va très vite, ça s'enchaîne assez rapidement. La deuxième année, moi je bosse beaucoup parce que je suis en couple à ce moment-là avec quelqu'un qui a redoublé, qui travaille énormément sa PACES, donc du coup je travaille beaucoup en fait parce qu'il travaille beaucoup. Donc je prends pas tellement une pause en P2 comme parfois font certains qui bossent un peu moins. Moi je bosse beaucoup en deuxième année et en fait derrière, ça s'enchaîne assez vite et je pense que je me pose vraiment la question pour la première fois en D3. D3 Donc, égale cinquième année. Donc jusqu'à la cinquième année, plutôt en osmose avec ses études C'est ou ça, en tout cas... j'avance, je passe mes partiels et je suis pas épanouie dans beaucoup de choses, mais je m'en rends pas compte parce que je me pose pas la question. T'es pas épanouie dans beaucoup de choses, ça veut dire quoi dans des spécialités? Quand tu passes dans des stages en stage, j'aime bien travailler en fait. Moi j'ai toujours aimé travailler. Donc chez moi quand je révise, j'aime bien, sauf évidemment à la fin des périodes de révision où j'en ai marre, mais j'aime bien bosser, j'aime bien être chez moi, j'aime bien apprendre des trucs. Mais quand je suis en stage, je me sens pas à ma place et je pense que je vois défiler tous les stages à partir de là. Nous, on commence un semblant d'externat en troisième année à Montpellier et Nîmes. Donc à partir de la D1, troisième année, je commence à voir défiler plein de stages où je me dis j'ai pas un coup de cœur, je me sens pas trop à ma place, j'aime pas particulièrement ce qu'on fait en stage en tant qu'externe. Mais je me dis, c'est le parcours de l'étudiant en médecine, je verrai plus tard. En fait, je me pose pas la question de est-ce que je peux ne pas être à ma place parce que en fait, je crois que je vois personne se réorienter dans mon entourage. J'ai pas trop l'idée qu'on peut juste s'être trompé d'études et se dire en fait non, j'ai envie de faire autre chose. Ça me traverse même pas l'esprit à ce moment-là. Côté théorie, est-ce que tu bosses sur les bouquins, ça te plaît? Oui, en fait, je suis très autonome pour apprendre et justement moi j'aimais beaucoup le système de révision parce que il y avait pas trop de cours. En fait moi ce que j'aimais pas en médecine c'était aller en cours. C'était les TD etc. Contrairement à d'autres personnes qui adorent pourquoi ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'en fait j'ai un temps d'attention pas très très long quand je suis en cours, alors que quand je suis toute seule chez moi je peux travailler plusieurs heures d'affilée. Mais quand je suis en cours j'ai tendance à vite décrocher, à vite être désintéressée. En fonction de l'énergie du prof, de à quel point il aime ce qu'il transmet, je peux être facilement désintéressée. Donc du coup, j'avais vraiment le sentiment de perdre mon temps. D'être assise 4 heures à écouter des profs qui n'avaient pas forcément envie d'être profs, qui n'avaient pas forcément envie de transmettre. Et je me sentais pas vraiment embarquée dans inspirée, embarquée dans leur cours. Donc j'avais l'impression de perdre mon temps. Je me disais 4 heures là, j'aurais pu passer 4 heures à bosser et donc après avoir du temps pour moi et ça me frustrait beaucoup de devoir aller en cours. D'accord. Côté stage, est-ce que tu as identifié les choses qui te déplaisaient? Est-ce que c'était l'organisation, l'ensemble des équipes, tout ce personnel? Est-ce que c'était la charge de s'occuper ou de voir des pathologies ou des gens qui allaient pas bien? Est-ce que tu as su, ou à ce moment-là, pendant les 6 premières années, ce qui n'allait pas? À cette période-là, c'est pas tellement la charge de prendre soin des gens. Je pense que la charge de prendre soin des gens, je la ressens vraiment au début de l'internat. Pendant l'externat, j'ai pas l'impression d'avoir tellement la responsabilité. Je la ressens pas énormément en tout cas. Ce qui me déplaît vraiment, c'est à la fois le fait que j'ai l'impression qu'on fait des tâches qui sont pas spécialement intéressantes pour nous former à devenir médecin. Qu'on nous fait faire plein de petites choses selon les services qui sont pas vraiment... Tu peux nous dire je sais pas, tout ce qui est papier, remplir des bons de transport, mais même pendant l'internat, les tâches genre appeler au téléphone, passer des heures à attendre que quelqu'un nous réponde et tout. Moi, en fait, je pense que je fantasmais un peu le métier de médecin comme ça devait être le cas il y a des années quand il n'y avait pas d'ordi, pas de papier, pas d'organisation. Quelque chose de centré sur le patient. C'est ça. Et en fait, moi, j'adore les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens, parler avec les patients. J'aime bien prendre mon temps. Et en fait, j'ai eu l'impression à l'hôpital d'un sentiment permanent de devoir aller vite avec pas forcément tous les moyens dont on a besoin. Et... de devoir faire plus vite que bien. D'aller vite pour notamment peut-être libérer du temps administratif, justement. Exactement. Et en fait, moi, j'aime faire bien les choses. Je suis assez perfectionniste et j'ai été très frustrée qu'on me dise
Bah là, notamment pendant l'internat plutôt, où ben là, tel patient, faut que ça te prenne moins de tant de minutes en fait. Et moi, je suis en mode, mais je comprends pas. Enfin, j'ai besoin pour comprendre le patient et tout ce qu'il y a autour, d'avoir du temps et de pas me poser la question justement de faut que j'aille vite. Et j'aimais pas du tout ce sentiment de devoir toujours aller vite. Et le fait qu'on nous fasse faire ces tâches sans grand intérêt d'un point de vue médical, j'avais pas l'impression qu'on apprenait beaucoup en stage. J'avais l'impression beaucoup de fois d'être assise sur une chaise à regarder l'heure et à attendre que ça se termine. Et je pense qu'à ce moment-là, je me rends pas compte que c'est peut-être aussi parce que je suis pas tellement à ma place que je ressens ça. Et je me questionne juste sur, peut-être c'est moi qui ai un problème, je suis trop impatiente ou je suis flemmarde ou en fait, je me remets beaucoup en question sur, c'est moi qui suis... Pas tant sur ton cursus, mais plus sur ta propre personne. En fait, je me dis, c'est moi le problème. C'est qu'en fait... je dois être capricieuse et je vois les autres pour qui ça pose peut-être moins problème. T'en discutes à ce moment-là avec d'autres personnes pour leur demander si eux, ils sont pas dans le même mood que toi? Oui, j'ai l'impression que c'est quand même un ressenti général, le fait de pas avoir envie de remplir des bons de transport. Je pense que ça, je sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi j'adore faire ça. C'est vraiment un plaisir. Ouais. mais par contre... j'ai l'impression quand même pour beaucoup que les gens sont plus intéressés que moi par l'aspect médical, par comprendre le fonctionnement, pousser de certaines choses, etc. Et moi, j'ai l'impression en stage que quand les gens posent des questions, j'ai pas tellement forcément envie d'avoir la réponse. Je me rends compte que, en fait, moi, ce que j'aime en médecine, c'est vraiment la partie en lien avec l'humain. Mais tout ce qui est hyper précis, hyper concret, etc. Au début, ça m'amuse. En PACES, etc., parce qu'il y a l'esprit concours, le fait d'apprendre des choses, et j'aime bien le challenge, donc au début, ça m'amuse. Au bout de quelques années, ça me saoule. Et en fait, je me dis, apprendre les mutations des matos, apprendre les effets secondaires des médicaments et tout, je me dis, mais en fait, je m'en fous. Je me rends compte que ça m'intéresse pas. Tu laisses quand même une chance à tout ça, tu poursuis? Je poursuis parce que même si je m'en fous un peu à ce moment-là, je me rends pas compte que je m'en fous. Et je pense que je m'en fous parce que je suis flemmarde, en fait. Je pense pas que je m'en fous juste parce que ça ne m'intéresse pas et que j'ai le droit d'être intéressée par autre chose. C'est intéressant parce que tu te dis que la médecine est censée plaire à tout le monde, en fait. Et t'es entouré de gens qui sont passionnés par ça. Et impossible d'avoir une idée qui te dit à ce moment-là, en fait, il y a d'autres métiers. C'est ça. La médecine est centrale et on est dans un tunnel où il est hyper difficile d'envisager finalement d'autres professions. Complètement. Et puis je pense en plus que même les discussions que j'ai parfois avec des co-internes, enfin des co-externes, des chefs ou quoi, c'est plutôt en mode non mais t'inquiète, c'est difficile mais ça va te plaire après, tu verras, l'internat ça va te plaire, quand tu vas faire ton vrai métier ça va te plaire. Et on nous porte un peu loin avec ce non mais après ça sera cool, tu verras quand tu seras interne, ça sera bien. Et donc je pense que moi j'y crois longtemps jusqu'à l'internat. Et quand j'arrive à l'internat, je me dis non, mais en fait, là, ça me plaît toujours pas, quoi. On va en discuter. Est-ce que, je sais pas, il y a des solutions, des années de césure, mince, comment on appelle ça il y a des Erasmus. Est-ce que tu les envisages pour couper, pour t'éloigner de ton organisation locale? Moi, pas du tout. Parce qu'en fait, je pense que je me pose sincèrement vraiment la question en fin de 6e année, juste avant les ECN. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps de me dire j'ai besoin d'une pause, de prendre etc. du recul. Je me rends compte en D3, pendant mes premières gardes aux urgences, qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas, parce qu'en termes de santé mentale, c'est à ce moment-là que ça dégringole. Donc vraiment, je me dis, il y a un problème. Et je commence à me dire, je sais pas si j'ai envie d'aller au bout, mais je me dis pas, je suis pas à ma place en médecine. Je me dis juste, je suis faible, je suis nulle, je vais pas y arriver. Ton individualité que tu remets en question. Ouais. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe mal quand t'es... Enfin, qu'est-ce qui va pas quand t'es en garde? Quel sentiment tu as? Dans certaines de mes gardes aux urgences, je supporte pas du tout le fait de pas dormir, etc. Et s'installe à cette période-là des symptômes dépressifs un peu au début. Et puis à force de faire des gardes, continuer à pas supporter, continuer à y aller, rien dire parce que j'en parle pas en fait, parce que j'ose pas. Je finis à la fin par avoir des idées suicidaires sur la fin de ma D3. Et c'est à ce moment-là où je commence à me dire, ok, donc en fait là, je supporte tellement pas ce que je vis au quotidien que j'ai plus envie de vivre. Et donc je me dis, ok, donc là il y a un problème. Et c'est à ce moment-là où je me dis, il y a un problème. Mais je me dis, le problème c'est moi en fait. Je me dis pas, je suis pas à ma place dans cet environnement-là. Et
c'est quoi? C'est le sommeil ou c'est aussi prendre en charge la nuit des gens, cette ambiance un peu nocturne, on peut avoir des sentiments de peur aussi, de mal faire, Ouais. ça pèse? En fait, c'est le fait justement de prendre en charge des gens sans être dans un état un niveau d'énergie suffisant et un niveau de réveil suffisant pour faire ça bien. Et ça rejoint le truc de je suis perfectionniste, j'aime bien faire les choses bien. En fait, je suis trop fatiguée pour atteindre le niveau d'exigence que je voudrais avoir avec les patients. En fait, je voudrais pouvoir prendre en charge correctement les patients et je sens qu'avec l'état dans lequel je suis, c'est pas possible. Et l'état du système aussi, façon dont c'est organisé, la fatigue générale de l'ensemble du personnel. Tout le monde est fatigué, il y a beaucoup de patients qui passent aux urgences et encore on n'est pas dans un énorme CHU non plus, je suis à Nîmes à ce moment-là, mais il y a beaucoup de passages aux urgences, il y a quand même une espèce de pression sur c'est normal de quand même y arriver même si on est fatigué et moi je me rends compte que j'y arrive pas et du coup je me dis ne pas y arriver veut dire que je suis pas faite pour ça, que c'est juste je suis pas assez pour y arriver et donc j'ai trop honte donc j'en parle pas. T'en parles pas? Non, pas trop, très peu. Parce que pour toi, encore une fois, c'est toi et pas ton cursus en fait. C'est ça. Et ça voudrait dire que moi, je suis pas assez pour être médecin. Et à ce moment-là, comme j'ai pas encore fait le deuil de être médecin, c'est impossible pour moi d'en parler. Je me dis. Ça, c'est lié à tous les gens qui sont passionnés autour de nous. T'as pas envie. Comment dire? C'est pas que t'as pas envie, mais on peut pas assumer de ne pas aimer d'être dans ce cursus qui passionne autant de gens autour de nous, qui parlent de leur garde comme étant quelque chose d'incroyable, avec tel ou tel patient qui a été pris en charge avec tel ou tel geste. Il y a beaucoup de passionnés, et tant mieux, et c'est incroyable. Mais c'est vrai que pour ceux qui remettent en question le truc, peu de place pour le faire, quoi. Il y a moins de place pour ça et je pense qu'en plus c'est très peu valorisé comme quelque chose de bien ou de ok de juste se dire moi j'aime pas et je réfléchis potentiellement à faire autre chose. C'est très j'ai l'impression que c'est un peu un dialogue de sourds quand on évoque ce genre de choses où moi à chaque fois que j'en ai parlé à beaucoup des gens à qui j'en ai parlé qui sont en médecine, c'était un peu en mode ils essayaient de me convaincre que si en fait j'aime. Et moi, j'étais en mode. Et tu penses que c'est à cause de quoi? Parce qu'ils sont pas non plus. Enfin, la passion est là, mais ils sont pas là pour défendre bec et ongle une profession. Moi, je pense que ceux qui sont vraiment passionnés, c'est pas ceux qui vont défendre bec et ongle. En tout cas, moi, j'ai des amis autour de moi qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et eux m'ont pas défendu bec et ongle. Ils m'ont dit toi, quand tu ressens ça quand tu es en stage, moi, je ressens ça. Donc, je comprends. En fait, c'est différent de ce que je ressens. Moi, je pense que ceux qui défendent bec et ongles, c'est ceux qui vont pas bien non plus et qui veulent pas se l'avouer. Et du coup, c'est trop inconfortable de dire donc tu ressens ça, je ressens pareil que toi tu vas arrêter. Ça veut dire que j'ai le choix. D'accord. Et que j'ai le choix et que je le prends pas, en fait. D'accord. Je prends pas la décision. Et donc, je pense qu'il y a cet inconfort-là qui rend le fait de dire, de reconnaître que potentiellement le fait de se sentir mal pourrait aboutir à j'arrête médecine. C'est trop inconfortable pour des personnes qui en sont pas à ce stade-là de la réflexion. Et on va parler après de ta santé mentale. Tu penses que une partie de cette impossibilité aussi de remettre en question le cursus, c'est toute l'énergie et toute l'attente, sans tirer à boulet rouge sur les familles parce qu'ils nous soutiennent à fond et tout, mais tu sais que derrière il y a aussi l'impact familial, tu sais que tu as mis une énergie énorme dans ce concours, c'est un peu ça aussi la charge? Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'au moment où j'hésite beaucoup aussi pour des raisons de sécurité, forcément, de se dire je vais lâcher un cursus où les 15 premières années de ma vie d'adulte étaient tracées, je savais plus ou moins où j'allais aller. Une peur d'inconnu. C'est hyper carré et effectivement, j'arrive dans un inconnu total où toute ma vie, je me suis projetée en étant médecin. Et il y a des implications familiales, il y a aussi mes implications personnelles de les projets de vie que j'avais en étant médecin où d'un coup, j'ai l'impression que je renonce à tout d'un coup. Et je pense que oui, il y a la peur de décevoir mes parents, notamment mon père qui est médecin. Et mon frère aussi, ma sœur aussi. Alors, ils n'ont aucune responsabilité, mais c'est, je pense, nous... C'est moi uniquement parce que même au moment où j'en parle, il y a peut-être des réactions qui ne sont pas forcément, on va dire, parfaites, mais ils ont été hyper à l'écoute, ma famille, ils m'ont soutenue énormément. Je ne me suis pas sentie jugée par mes proches des décisions que je prenais. Je pense qu'on projette beaucoup, en fait. Moi, j'avais peur que mes amis m'aiment plus, qu'ils se disent, mais elle a pété un plomb. Et puis que les gens ne nous reconnaissent plus, parce que du coup, on sort d'une identité. Parce que, mine de rien, médecine, comme c'est très prenant... Tu sors d'un statut. Ouais, on sort de quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie.
Et on quitte ça et du coup, on devient quelqu'un d'autre finalement, d'une certaine manière. On évolue beaucoup en changeant de cursus et de voie professionnelle. Et moi, j'avais peur que mes amis soient plus amis avec moi, alors que fondamentalement, c'est pas très cohérent comme réflexion. Enfin, il y a peu de chances une amitié n'est pas censée voilà, reposer sur ça. Une amitié repose pas sur ça, je pense. Et après, il y a aussi une part de... j'ai quand même envie d'aider les gens. J'ai quand même envie... ce qui m'intéresse, c'est la santé mentale, le bien-être des humains, on va dire. Et j'avais l'impression, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens disent en plus, que le fait de pas être médecin allait me donner moins de crédibilité et du coup que j'allais pas pouvoir gagner ma vie, que j'allais pas être crédible, qu'on n'allait pas me faire confiance. Et en fait, objectivement, c'est pas vrai du tout. Enfin, je m'en suis rendu compte, on en parlera peut-être un peu après, que j'ai pas besoin d'être docteur pour que des gens me fassent confiance pour les aider à aller mieux. Et c'est ce que mon père me l'a beaucoup dit, des proches à moi qui sont médecins aussi me l'ont beaucoup dit, mais finis juste pour avoir le titre. Ouais. Et en fait, ça, c'est inentendable quand on est dans un état de santé mentale aussi grave, entre guillemets, altéré, que là où j'en étais. En fait, c'est inentendable parce qu'on m'explique que je dois continuer encore quelques années dans un environnement qui me fait me sentir extrêmement mal. Et du coup, je me dis... Pour aller chercher le titre, alors que tu es déjà à plat. C'est ça. Ok. Tu trouves des gens qui t'entendent, qui t'accueillent pour en parler, en tout cas au sein de la fac, parce que je suppose qu'à l'extérieur, il peut y avoir de l'aide, pas facilement, mais bref, la principale complication, c'est quand même de trouver quelqu'un à l'intérieur, côté scolarité, pour en discuter. Oui, en fait, j'en parle pas pendant tout l'externat, j'en parle très peu. C'est plutôt au moment de l'internat que je commence à en parler autour de moi. Au moment où j'ai envie d'arrêter mon stage, je suis un peu obligée d'en parler. On va discuter de l'internat après. Et du coup, je retrouve des interlocuteurs à ce moment-là plutôt. Ok. Externat compliqué de verbaliser et de chercher une épaule. Externat, j'en ai parlé, mais pas à des gens de la fac. J'en ai parlé à des médecins potentiellement. J'avais le père d'un camarade de promo qui était psychiatre que j'étais allée consulter. Okay. J'en avais parlé à quelques personnes, mais pas au sein de la fac. Au sein de la fac, j'en ai jamais parlé. Parce qu'en fait, ça arrive vraiment tard. Ça arrive sur la fin de juste avant les ECN. Donc après, à cette période-là, je prends une pause parce que j'ai pas le choix. Et puis finalement, après, derrière, je passe mes ECN et mon aventure avec la fac de médecine de Nîmes se termine, en fait. D'accord. Puisque après, il y a l'internat et je vais dans une autre fac. Ok, donc santé mentale, tu nous disais détériorée, même jusqu'à avoir des idées suicidaires. Donc il y a un suivi psychiatrique. Et tu arrives à ce moment-là à dire quand même, c'est en fait mon cursus qui me fait être dans un conflit avec moi-même. Tu arrives à verbaliser ça à ce moment-là? En D3, D4, non. En D3, D4, je suis dans la dynamique dont on parle depuis tout à l'heure. 5e et 6e année, je suis dans la dynamique de c'est moi le problème. Fin de 6e année, au moment où vraiment j'explose et j'en peux plus, juste avant les ECN, j'ai un mois où je suis incapable d'ouvrir un bouquin. Période tout à fait délicate, tout le monde en parle, les épisodes se suivent et se ressemblent. Quelques mois avant le concours, c'était... Le mois avant, moi je lâche la rampe complètement. J'en peux plus, je peux plus ouvrir un livre de médecine sans me mettre à pleurer. C'est vrai, je fais une overdose de médecine. Et c'est à ce moment-là que je verbalise pour la première fois. En fait, j'ai pas envie d'être médecin, je crois. Je le dis juste avant les ECN et je me dis, tiens, c'est peut-être un peu tard maintenant pour se rendre compte de ça. Et puis finalement, je passe mes ECN. Donc ECN, le concours de 6e année. Le concours à l'époque de la 6e année. Et j'ai oublié la question. Et du coup, est-ce que tu arrives à verbaliser et tu es en train de nous dire que oui, à ce moment-là, tu dis... c'est ça la question, je me rappelais plus. Tu dis... C'est la médecine le problème. Oui, voilà. Et donc à ce moment-là, je me dis, je crois que j'ai pas envie d'être médecin. Je crois que c'est 3 semaines avant les ECN. Et moi, à ce moment-là, je rejoins un accompagnement de reconversion professionnelle avec justement ces étudiants en médecine qui ont arrêté, qui l'ont créé. Okay. Et en fait, au moment où je rejoins cet accompagnement, je me dis pas du tout que je veux me reconvertir. Je me dis juste, il y a des étudiants en médecine qui ont vécu exactement la même chose que moi. Et j'ai besoin d'être en contact avec ces gens et de leur parler parce que j'ai besoin de comprendre comment je vais pouvoir passer de là où j'en suis aujourd'hui, les difficultés que je vis, à je vais bien et je suis épanouie parce que je vois qu'eux, ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Ouais. Et donc à ce moment-là, je pense que inconsciemment, j'ai envie de me reconvertir, mais consciemment, je m'en rends pas du tout compte. Je me rappelle vraiment du moment où je me dis non, mais c'est un truc de reconversion professionnelle, mais moi, je vais pas me reconvertir. C'est puissant quand même, cette nécessité de rester dans le cursus. Ouais. C'est drôle comme c'est tellement difficile pour moi de le dire que je prends des décisions inconscientes qui m'amènent dans cette direction
je sais pas à quel point l'inconscient dirige ce genre de choses, mais je le fais en tout cas. Mais le nœud est là et tu le défais pas encore. Et je le défais pas du tout. Et en fait, je continue pendant encore tout le début de l'internat. Et donc là, je rejoins cet accompagnement. Je commence à amorcer une réflexion sur moi, mon bien-être, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc. C'est un accompagnement sous quelle forme en fait? Une formation en ligne vidéo et des coachings de groupe hebdomadaires. Okay. Et donc toutes les semaines, je suis dans un groupe avec d'autres personnes qui viennent d'autres cursus, qui veulent se reconvertir. Tu croises des étudiants en médecine? Il y en a pas, je crois. Je crois que je suis la seule étudiante en médecine dans ce groupe au moment où je démarre. Et donc ça m'aide beaucoup à voir en fait que déjà c'est ok de se reconvertir, c'est pas grave, c'est pas un drame. Et donc à ce moment-là, mon niveau de la réflexion, c'est je vais quand même faire mon internat pour avoir ce fameux titre de docteur et je vais créer autre chose à côté qui va plus m'épanouir parce que je sens que médecine m'épanouit pas, que ça m'apporte pas peu. Pas du tout, non. C'est pas vrai que ça m'épanouit pas du tout. J'aime le contact avec les patients, ça m'épanouit peu. Et je pense que je retrouve pas dans l'environnement que j'ai à ce moment-là, etc., des mentors inspirants en médecine. En fait, des gens qui m'inspirent en médecine, qui sont épanouis, qui adorent ce qu'ils font. J'en vois pas dans mon entourage. Évidemment, il y en a, mais j'en ai pas. Et donc, à ce moment-là, je me dis, médecine m'apporte pas l'épanouissement que je recherche dans ma vie professionnelle et personnelle. Et donc, je me dis, je vais ajouter quelque chose à côté. Je vais créer un projet professionnel en plus qui va me permettre d'être épanoui et qui va ajouter de l'épanouissement. Et à ce moment-là, j'en suis à ce stade-là de la réflexion, l'été après les ECN. Ok, donc j'allais te poser la question, c'est l'été, les choix sont pas encore passés? Non, pas encore. Tu sais à peu près ce que tu vas choisir? Depuis je pense depuis la 4e année, je sais que ce sera médecine générale ou psychiatrie, parce que les autres, j'ai pas aimé les spécialités, les autres spécialités. J'aimais pas le hyper spécifique des autres spécialités. J'aime beaucoup l'humain en entier, et je retrouvais ça en médecine générale et en psychiatrie, et je le retrouvais moins, donc je savais que ce serait entre ces deux-là. Ton concours se passe comment d'ailleurs dans ces conditions? Tes révisions, ton concours? Finalement, ça se passe plutôt bien. Par rapport aux objectifs que j'avais, j'atteins l'objectif que j'avais. Je voulais être dans les 5000 premiers. Et je crois qu'au concours blanc, je suis genre 4008, un truc comme ça. Et au vrai concours, pareil. Donc du coup, c'était exactement ce que je voulais. Et je pense que justement, bizarrement, je me rends compte au moment où je fais le concours blanc et où j'ai le résultat et où je vois que je suis dans l'objectif que je m'étais fixé. C'est là qu'en termes de santé mentale, ça dégringole complètement parce que je pense que j'ai plus peur de pas y arriver. Je me dis c'est bon en fait, avec ce que j'ai fait, je vais avoir le classement qui va me permettre de faire médecine générale ou psychiatrie où je veux. Et quelque chose qui se concrétise en fait. Et il y a un truc donc en fait il y a plus besoin de réviser. Et donc du coup j'ai plus envie à ce moment-là et je pense que c'est à ce moment-là que je commence à arrêter d'avoir envie de bosser et à continuer quand même. Donc tu passes un été. Alors certains passent un été à se demander comment ça va, quelle spécialité ils vont choisir. Toi, tu passes un été à te demander si tu vas devenir médecin ou pas? Ouais, je me souviens plus bien. Je me souviens plus bien pendant l'été. Je me souviens que je suis très ambivalente entre... En fait, j'ai pas que l'internat commence. Je vois mes copains qui sont en mode j'ai hâte que ça commence au mois d'août et tout. Moi, je me dis oulala, non mais moi si je pouvais avoir encore 5 mois de vacances, ça m'irait bien. Donc je pense à me questionner sur si j'ai pas envie que ça commence, c'est peut-être que ça me plaît pas ce que je vais faire. Mais j'ai quand même, je pars en Martinique du coup faire l'internat, donc je suis quand même contente de partir en Martinique, etc. Et avec quelle spécialité finalement? Finalement médecine générale initialement. Initialement, je prends la médecine générale et vraiment, au moment où l'internat commence, j'ai pas envie que ça commence, quoi. Je me dis, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai pas envie de parler de médecine. Et ce choix des Antilles, il est mené de près ou de loin par, tu penses, cette incertitude de cursus Je pense qu'il y a une part de fuite un peu. Une part de fuite, ouais. Je pense que inconsciemment, j'ai envie de m'éloigner de mes proches qui sont en médecine, donc mon frère, mon père, mes amis, pour pouvoir réfléchir toute seule et pas être influencée par le fait d'avoir tout le monde autour de moi. Peut-être de changer le paysage aussi médical que tu as connu en métropole. Et je me dis, ça fait longtemps, au moment où je prends la décision, ça fait quasiment un an que j'ai envie d'y aller. Il y a un mec de la promo au-dessus de moi qui part en Martinique ou en Guadeloupe et je me dis, ça ouvre une case dans ma tête de c'est possible. J'ai aussi une amie à moi qui est sage-femme à Mayotte, où je me dis ça a l'air d'être différent en fait, il y a l'air d'avoir une ambiance un peu plus cool, une chaleur humaine aussi en fait, des contacts avec les patients qui sont sympas et tout, et je me dis je pense que peut-être je vais me sentir mieux là-bas, donc je pars en me disant ça va peut-être être plus sympa aussi de continuer l'internat dans ces conditions-là.
Et en fait, pour le coup, ça me rattrape complètement. En fait, je pense qu'il y a un peu un fantasme aussi de partir au soleil et de se dire je vais être plus heureux, plus épanoui. Ça va enjoliver tout le reste. En fait, on amène nos problèmes. Hein. En général, on part avec eux dans la valise. Et en fait, j'arrive là-bas. Je suis très contente d'être là-bas. Je me rappelle qu'au moment où je veux arrêter, ils me demandent si je veux changer de subdivision. Et en fait, je leur dis non, c'est pas le problème de la subdivision. Vraiment, c'était super. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les Antilles. C'était vraiment super. Le service où j'ai été interne était super. Alors, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais l'interne de médecine générale débute soit par le cabinet de médecin généraliste, soit par les urgences. Moi, je commence aux urgences. Ok. Donc, tu reprends un petit coup derrière la tête de l'ambiance que tu avais ressentie à l'externat. Ouais, c'est très différent. C'est très différent déjà parce que c'est en Martinique, il y a une ambiance quand même assez sympa. Les chefs qui sont là sont des jeunes chefs. Ils sont assez cool. On a des horaires qui sont pas... je sais plus, on fait genre 30 heures semaine, un truc comme ça. Donc en moyenne, donc ça reste très supportable, on va dire. Et il n'y a pas, comme en Détroit, la pression de quand je sors de ma garde, il faut que je me réveille pour aller réviser derrière. Donc j'ai moins cette pression-là. Par contre, j'ai la pression en plus de maintenant, il faut que je soigne vraiment des gens. Donc ça change quand même la dynamique. Mais au début, ça se passe plutôt bien. Mes premières semaines se passent bien. Je progresse assez vite. Je suis assez contente de moi. Mais je sens quand même que je vais travailler parce qu'il faut travailler. J'ai vraiment ce truc de je suis interne, je vais en stage parce qu'il faut aller en stage. Après ça, je pense qu'on est nombreux, ou en tout cas, il y a des gens qui le ressentent aussi. Cette fatigue, on a envie aussi peut-être de sortir de ce monde médical, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant chez toi, encore une fois sur la santé mentale, tu sens qu'il y a quelque chose de plus fort que la simple insatisfaction? Au début, non. Les 2 premiers mois d'internat, c'est juste ça. C'est juste, je me dis, je suis fatiguée, et j'ai envie de prendre du temps pour moi, etc. Et en fait, c'est à partir de décembre où je recommence à avoir... en fin de 6e année, j'ai beaucoup d'anxiété, de symptômes anxieux. J'ai notamment une boule dans la gorge qui apparaît, une sensation de gorge serrée qui apparaît, je sais pas, 2 mois avant les ECN et qui me quitte pas jusqu'au concours. Et là, ça revient. Ça commence à revenir un petit peu de temps en temps. Donc, je commence à me dire, mince, je suis un peu angoissée, je suis un peu stressée. Je sens que de plus en plus, quand je vais en stage, j'ai la boule au ventre, je suis stressée avant d'y aller. Quand je sors de stage, j'ai un épuisement vraiment profond où ça m'arrive de sortir de stage, de m'asseoir dans ma voiture et de me mettre juste à pleurer pour... Trop impacté. Ouais, c'est ça, pour juste évacuer en fait la pression et le stress et aussi il y a un autre truc moi qui est difficile pour moi, c'est énormément de stimulation dans la journée en fait, beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui te parlent, qui te posent des questions, qui te demandent des trucs, il y a les attentes des patients, les attentes des chefs, les attentes de l'équipe paramédicale et en fait moi ça me fait trop et je pense qu'aussi le fait d'être dans un bureau avec 10 personnes, tout le monde qui se parle et tout, en fait j'arrive pas à me concentrer et ça me pèse et je m'en rends pas compte sur le moment, mais je m'en suis rendu compte a posteriori en retrouvant un environnement de travail où je suis chez moi. Ouais. Et ça pèse sur ma capacité de concentration, etc. Et donc petit à petit, en fait, j'en peux plus. Genre, je suis vraiment épuisée. Et au début, je pleure en rentrant de stage. Puis au bout d'un moment, je pleure en allant en stage. Et je commence ma journée de travail en étant épuisée, en fait. Et en me disant, j'arrive là-bas. Et je suis déjà en mode, j'ai hâte que ça se termine. Et puis, ça reste supportable, donc je continue. et je continue encore un peu comme ça jusqu'à, je pense, début janvier. Et je crois que je craque début janvier alors que j'ai mes vacances. J'ai 3 semaines de vacances fin janvier. Et en fait, genre vers le 3 ou 4 janvier, un truc comme ça, vraiment, je recommence sur le trajet en voiture, me dire, en fait, je crois que je préférerais avoir un accident de voiture ou je crois que je préférerais pouvoir ne pas arriver en stage, en fait. Ce serait plus simple, en fait. Je me dis, je me rappelle d'un retour de garde où en rentrant, je me dis, je sais qu'on m'attend à la maison et donc je me dis, je peux pas faire ça parce que il y a des amis qui m'attendent pour manger et tout, donc ça va être horrible pour eux. Mais j'ai vraiment envie de me dire, en fait, là, si je rate un virage, au moins, je serai pas obligée de retourner en stage demain. Ça, c'est peut-être lié au côté, dans le cursus médical, on est encore une fois dans une espèce de tunnel. Un autre salarié, je ne sais pas, pourrait mettre fin à son contrat quand on est interne en médecine. Et en fait, une espèce de rigidité dans l'organisation qui fait que tu peux pas dire
je prends quelques mois, j'arrête le contrat, je reprendrai peut-être plus tard. C'est ça. Et puis il y a même la pression de se dire, si j'arrête, mes co-internes vont récupérer mes gardes, vont récupérer mes heures. Et je pense que du coup, à ce moment-là, je me dis, en fait, ce serait presque plus facile de mettre fin à ma vie que de devoir ajouter de la charge de travail à mes co-internes, ajouter de la pression à mes chefs, compliquer. En fait, j'ai l'impression que je vais compliquer la vie d'autres personnes. Et du coup, je me dis, en fait, c'est plus simple. Et tu penses que... Alors, c'est impossible vu la démographie médicale, mais t'aurais aimé avoir quelque chose de plus simple pour mettre entre parenthèses ton cursus. Ouais. Est-ce que t'aurais aimé, dans une première étape, le mettre entre parenthèses, parce qu'on va voir peut-être qu'après, il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais t'aurais voulu le mettre entre parenthèses et faire le point ? Avoir un intermédiaire ? Au final, du coup, c'est un peu ce que j'ai réussi à faire, puisque j'ai finalement réussi à aller quasiment au bout de mon semestre aux urgences. Il a été validé. Et après, j'ai fait un droit au remords pour la psychiatrie, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas la médecine générale. Enfin, en fait, j'aimais pas la médecine tout court, mais je me suis dit, c'est peut-être le problème, c'est que j'ai pas choisi la bonne spécialité. J'avais choisi médecine générale aussi parce que c'était que 3 ans et que je me sentais pas de faire 5 ans de psychiatrie. Je me suis dit, 5 ans, je vais jamais y arriver. Et donc, c'était un peu un choix de j'aime la médecine générale, je préfère la psychiatrie, mais 5 ans, j'ai peur de pas y arriver. Et donc, à ce moment-là, je fais un droit au remords. Et après 3 semaines de psychiatrie, finalement, j'ai été arrêtée. Donc, pendant cet arrêt de travail, j'ai pu réfléchir. Et ensuite, j'ai été mise en dispo en novembre 2023. D'accord. Et là, je suis encore en dispo. Enfin, officiellement, je n'ai pas clôturé mon internat. Donc, on a quand même la chance d'avoir cette possibilité-là qui n'est pas idéale. Je pense que je posais la question dans un autre épisode. Une dispo, c'est renouvelable ou pas ? Alors là, j'avoue que normalement, j'aurais dû faire des démarches potentiellement pour la renouveler. Ouais. Et j'ai pas du tout recontacté la fac des Antilles au moment clé où ils faisaient les choix, etc. Tu penses qu'elle est reconduite ? Donc je sais pas s'ils l'ont reconduite par défaut, parce que je sais que potentiellement, je crois que c'est possible, mais je suis pas sûre. Mais normalement, c'est renouvelable. Il me semble qu'on peut faire 6 mois, renouvelable une fois, D'accord. et ça laisse 1 an. Voire même, je pense qu'il doit pouvoir y avoir des dérogations dans certains cas. Ok. Donc il y a quand même cette option-là qui est pas idéale parce qu'elle est quand même... En fait, on prend pas en compte le fait qu'en général, quand ça va pas quand ça va aussi mal, c'est qu'on a épuisé toutes nos ressources. Et donc du coup, on n'en peut plus maintenant. Donc quand on nous dit non mais continue encore 2 mois, puis tu vas la valider ton stage, et puis après tu pourras prendre une dispo, ou comme moi, on m'avait dit en fait tu peux pas prendre une dispo au bout de 6 mois. Donc en fait, moi j'avais dit moi j'ai besoin d'une dispo maintenant, et il m'avait dit la dispo pour convenance personnelle, c'est au bout d'1 an. Et D'accord. donc du coup, il faut que tu fasses un semestre de plus. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un nouveau semestre. Il y a toujours un truc en plus qui te pousse à poursuivre. C'est ça. Et ce qui est en fait hyper dangereux, je trouve, et c'est ce qui fait amener à ce genre de... Enfin, on sait très bien comment se déroule un scénario suicidaire, en fait. J'ai pas de plan B, en fait, qui fait qu'on se dit qu'on arrive à ce genre de conclusion. C'est qu'on se dit, toutes les options que j'ai envisagées n'ont pas fonctionné, donc j'arrive à me dire, finalement, c'est ça le choix que je peux faire. Alors qu'en fait, il faudrait juste qu'il y ait d'autres choix possibles, et ça éviterait qu'il y ait des internes qui se suicident, en fait, parce que du coup, si on a d'autres possibilités, évidemment on va se dire je vais essayer autre chose avant d'en arriver là. Si moi on m'avait dit t'inquiète, arrête ton semestre, c'est pas grave, si on m'avait pas, parce que moi on m'a quand même mis la pression aussi un petit peu sur ouais mais un interne de moins, ça va être un peu plus compliqué, etc. Cette charge mentale où on te met la responsabilité de... Et mes co-internes, sans faire exprès aussi, m'ont mis beaucoup de pression parce que les pauvres eux aussi c'était fatigués. Ouais. Et en fait, ils en pouvaient plus. Donc, quand moi, je leur ai dit, je vais m'arrêter, ils se sont dit, merde, quoi. Comme tu disais, pas de plan B. En plus, il n'y a qu'un plan A. Et en plus, tu sens que, quel que soit ton choix, ça va impacter de près ou de loin d'autres personnes. C'est ça. Donc, et je pense, je veux pas être complotiste, mais je pense que c'est un peu fait exprès aussi, tu vois, parce que comme il manque de médecins, on fait un peu exprès aussi de se dire les internes ils vont tenir sur le truc de je vais pas refiler mes gardes à mes co-internes. Interne, parfait petit soldat de l'hôpital. Ça. Et on nous apprend ça un peu, j'ai l'impression quand même pendant le cursus. On nous apprend à être un bon petit soldat, à tenir, et on nous explique aussi que c'est ça qui fera de nous de bons médecins. Alors que moi je pense qu'aussi ce qui fera de nous de bons médecins, c'est d'être capable de dire quand ça va pas en fait. Parce qu'on peut pas bien soigner quand on va pas bien. Et je pense que justement si on nous apprenait plutôt à détecter quand ça va pas, à prendre des pauses quand c'est nécessaire. Et je crois qu'il y a un travail qui est en cours sur ça. J'ai été contactée par quelqu'un qui travaille sur des cours là-dessus à la fac. Donc c'est déjà pas mal qu'il y ait ça qui soit mis en place. Mais ça serait bien en fait qu'on nous apprenne ça plutôt, à dire stop quand c'est trop. Et ça éviterait qu'on en arrive à ce stade-là. Moi je pense que si juste on m'avait expliqué pendant mes études que quand j'ai des symptômes de stress, il faut que je prenne du temps pour moi et que je me repose,
je pense que je serais pas arrivée à ce stade-là de fatigue, de stress, etc. Je connais un médecin du travail qui est en train de peut-être lancer un sujet de mémoire au sujet de la volonté des médecins libéraux qui travaillent d'avoir une consultation en médecine du travail parce que c'est pas pour le moment en place en fait. Et donc tu peux travailler dans ton cabinet et jamais être évalué sur ta santé ni physique ni mentale en fait. Et donc zéro place à cette évaluation. En théorie, elle est partout, cette sensibilité à la santé mentale, mais concrètement, très peu de place. Ok, donc... Alors que ça représente quand même quasi 50% des médecins qui vont soigner la population. Enfin, en plus, c'est le soin primaire, quoi. Donc, c'est là où arrivent tous les patients en première intention. Et si le médecin généraliste, il n'est pas en bonne santé physique et mentale, il peut pas prendre en charge correctement les patients. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a plus de passages aux urgences. C'est que forcément, si on a des médecins en première ligne de soins qui sont fatigués, en fait, on ne peut pas correctement prévenir les problématiques de santé qui font qu'après, on se retrouve avec des patients aux urgences sur des choses décompensées. Tu le verbalises à qui ? Comment ? Est-ce que ça a été dur de poser cette dispo Au moment du coup où je suis interne aux urgences, j'en parle avec mes chefs qui sont quand même super à l'écoute, je trouve, à ce moment-là. C'est un peu difficile d'expliquer que je veux plus du tout venir en stage, donc je fais un peu des allers-retours sur j'ai mes 3 semaines de vacances, puis j'ai 2 semaines d'arrêt, enfin puis je reprends, puis j'ai 2 semaines d'arrêt, puis je reprends. Pendant mes vacances, je suis rentrée en métropole. Okay. Je suis rentrée 3 semaines en métropole. Je suis revenue toute seule, justement, sans mon copain. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a été un peu dur, de rentrer toute seule pour retourner en médecine, en stage, alors que j'avais pas du tout envie. Et je fais une garde et c'est à ce moment-là où je craque complètement et où là, je suis arrêtée pour 2 semaines, je crois. Et puis, en fait, je suis arrêtée, mais je vois pas de médecin du travail parce que le médecin du travail, il est pas dispo avant avril. On est au mois de février. Mon semestre, il se termine en avril, donc ça sert à rien que je vois un médecin du travail en avril. On m'explique que je dois trouver un médecin pour avoir un arrêt de travail. La chef de clinique veut pas m'arrêter. Donc moi, je me retrouve en Martinique, j'ai pas de médecin traitant. Donc je prends rendez-vous sur Doctolib chez un médecin. Le médecin, il me reçoit en mode, non, je vais pas vous arrêter, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Donc pendant la consulte, je me mets à pleurer. Du coup, il se dit, ok, je vous arrête, mais je vous arrête 2 semaines, je peux pas vous arrêter plus. Même en étant au bout du bout, tu trouves pas de... Je trouve pas d'interlocuteur qui me met en sécurité, en fait. Je suis un peu baladée. Je me rappelle que je reçois un message d'une des chefs qui me dit, bon, Elena, ton arrêt, on l'a toujours pas reçu. Donc, va au... là-bas, il y a des maisons de santé un peu qui consultent sans rendez-vous. Donc, elle me dit, va à l'aéroport, à la maison de santé de l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, on me dit qu'il y a 4 heures d'attente. Je suis en burn-out. Genre, en fait, je rentre chez moi. Enfin, je me rappelle d'être dans la salle d'attente, me mettre à pleurer en me disant, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Genre, ça si un burn-out permet de patienter 4 heures. Voilà, on me dit, c'est toi là 4 heures au milieu que de patients. En plus, dans l'environnement qui t'angoisse. Enfin, donc, je rentre chez moi, je me fais engueuler parce que du coup, je fais pas l'arrêt. On me met la pression en mode, en fait, t'es relou. Genre, c'est pas compliqué d'avoir un arrêt. Et moi, je suis en mode, ouais, mais en fait, quand t'es en burn-out, tout est compliqué. Enfin, je suis à un stade où j'arrive pas à me faire à manger. Donc, en fait, quand on me demande ces choses-là, ça fait trop pour moi et j'en peux plus. Et je trouve peu d'interlocuteurs, mais je voudrais quand même valoriser le fait que en Martinique, ils ont mis en place un espèce de système pour les internes de réa, urgence, etc., avec un psychiatre et une psychologue. Ils ont fait ça suite à l'interne qui s'est suicidé il y a 2 ans, je crois. Il y avait un interne d'Anestria qui s'était suicidé, donc ils ont mis en place un truc. Donc je rentre dans ce système qui est pas normalement pour les internes de médecine générale, mais on me fait quand même rentrer là-dedans. Et j'ai vu un psychiatre et une psychologue qui étaient super, mais je les ai vus 2 fois. Il n'y a pas de vraie relation de soins qui se met en place avec... j'ai un peu l'impression on est traité comme si on n'était pas des vrais patients. Il n'y a pas de vrai suivi. C'est un peu moi qui dois faire les démarches, un peu comme si je suis médecin, donc je suis censée savoir bien. T'as accès à des contacts, mais une fois dans le truc, il y a moins de rigueur. Il y a moins de rigueur, je pense, qu'avec un vrai patient. Ou alors peut-être qu'il y a moins de rigueur et que c'est comme ça dans ce service-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sens un manque de suivi et je me sens un peu perdue entre...
c'est le psychiatre de ma maman qui me met sous antidépresseur en visio, mais il peut pas me prendre comme nouvelle patiente, donc j'ai juste 2 visios avec un psychiatre qui me met sous antidépresseur. Je vois un autre psychiatre qui est le psychiatre en question là du chemin pour les internes qui sont en difficulté. Je vois une psychologue qui est super, mais je la vois une fois. Il y a pas de vrai suivi. Moi, je commence à essayer de mettre en place un suivi avec donc un psychiatre en ligne, parce que je me dis c'est le plus facile vu que potentiellement je vais bouger entre la métropole, etc. Mais finalement, ce psychiatre, il m'explique que on va faire ce qu'il faut pour que je puisse reprendre mon internat, alors que moi, à ce moment-là, j'ai juste envie d'entendre que j'ai le droit d'arrêter médecine et que c'est pas un drame. Donc, je veux plus le voir, ce psychiatre. Je me dis, c'est bon, en fait, si c'est pour qu'il m'explique que je vais prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs pour pouvoir reprendre mon internat, j'ai plus envie. Tu seras médecin. Voilà, c'est ça, c'est un peu la sentence jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je me dis, non, j'ai pas envie de continuer. Et finalement, c'est un peu chaotique. Le parcours est un peu chaotique. Et justement, je pense que c'est ça qui m'amène à créer, ce que j'ai voulu créer derrière, c'est que j'avais vraiment besoin d'une personne de confiance qui me dise, OK, je suis passée par là, les étapes, je les connais. Moi, j'ai mis en place ça et ça a fonctionné pour moi. Et voilà comment tu vas faire et tu vas y arriver. Ok, donc tu poses ta dispo, tu rentres en métropole. Ouais. Et j'ai juste le droit au remords, 3 semaines de psychiatrie, arrêt de travail. Ok. Sur donc là le mois de mai 2023. Et dispo ou pas? La dispo, elle est en novembre 2023 parce que j'ai pas le droit à ma dispo de suite. Et donc en gros, j'ai 5 mois d'arrêt de travail qui démarrent à partir de juin 2023 jusqu'en novembre 2023, où là je suis un peu en Martinique, un peu en métropole. Je suis un peu les deux. Est-ce que cette distance avec la médecine te fait du bien? Oui. En fait, c'est ce qui me permet de créer mon projet. Je commence à créer mon projet Tu nous racontes ce projet? Parce que ça fait un petit peu 40 minutes qu'on tease. Ouais, je vais expliquer un petit peu. En plus, en termes de chronologie, on arrive au moment où je le crée. Donc, c'est parfait, ça fait un ordre chronologique. Du coup, en mars 2023, donc pendant mon burn-out et mon arrêt de travail pendant mon semestre aux urgences, je suis toujours dans cet accompagnement de reconversion professionnelle. Et je trouve aucun interlocuteur. Donc en fait, tu as fait une super transition parce que c'est exactement la problématique que je rencontre. Je trouve personne avec qui en parler. Du coup, je me dis, je vais créer un groupe Facebook. Parce que je me dis, je dois pas être la seule. Je vois le nombre de messages qu'il y a sur Entraide de CNI, d'externes et d'internes qui appellent à l'aide. Et je me dis, en fait, ça serait bien qu'on ait un groupe que pour ça. Parce que souvent, quand on voit les messages sur ces groupes, c'est un peu comme... on sait pas trop si c'est le bon endroit. Les gens sont pas forcément à l'aise, etc. Donc je me dis... Il y a du soutien, il y a beaucoup de Il commentaires. y a beaucoup de soutien et beaucoup de commentaires, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu timides. Et puis ça peut tomber à l'eau et faire pchit parce qu'au-delà des commentaires, peut-être. Et puis c'est un énorme groupe où il y a 40 000 personnes. C'est beaucoup pour pouvoir aborder des sujets de santé mentale. Je trouve que c'est peut-être un peu trop gros. Et je me dis, je vais créer un groupe. Donc j'écris un petit post sur Entraide de CNI en disant, je vais créer un groupe. Est-ce que ça intéresse d'autres personnes? Je raconte un peu ce que je vis. Et il y a, je sais plus, une centaine de personnes qui réagissent. Donc je me dis, super, ça va aider des gens. Donc mars 2023, je crée le groupe Facebook. Et en fait, ça prend hyper vite. Comment s'appelle-t-il ce groupe? Alors le groupe Facebook maintenant s'appelle Entraide Santé Mentale pour externes et internes en médecine, et Colibri Libre. C'est le petit nom que j'ai mis devant. Colibri Libre. Colibri Libre. Pour trouver sur Facebook. Voilà, c'est plus facile en tapant Colibri parce que Entraide Santé Mentale, il y a d'autres groupes, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi ça devant. Et voilà, du coup c'est le... Ok, donc tu lances ce groupe, tu publies sur ce groupe en expliquant le projet, et là ça prend bien. Ça prend hyper vite, il y a rapidement une centaine de personnes, et puis après ça monte crescendo. Ce qui révèle la demande incroyable. Ce qui révèle la demande. Dans les questions, pour entrer dans le groupe, je mets des questions. Je crois que je mets une question, comment ça va? Et les réponses à cette question, ça m'a fait vraiment... Rire nerveux, là. Ouais, voilà, j'étais en mode waouh. Je me suis dit, ok, donc en fait, il y a vraiment un gros problème de santé mentale, même si on en a conscience, on connaît les chiffres, mais lire tous les jours des messages de personnes avec la photo, le nom qui dit je supporte plus ma vie, j'ai envie de mourir, je déteste ce que je fais, je me sens pas à ma place. Je me dis waouh, il y a un vrai problème. Et là, c'est là où j'ai le déclic et je me dis, je commence à comprendre comment aller mieux parce que je commence à mettre en place des petites choses, je commence à voir la lumière au bout du tunnel.
Et je me dis, il faut que j'aide les gens aussi qui sont dans ce groupe. Donc, je commence à créer un peu des petits contenus, créer des choses comme ça et à faire des petites conférences où je partage un peu des outils que moi j'utilise. Et en fait, ça marche hyper bien. Il y a plein de gens qui viennent aux conférences. Les retours sont hyper positifs. Les gens sont hyper bienveillants entre eux, avec moi. Et je me dis, OK, je suis en train de mettre le doigt sur un truc qui me parle vraiment. Je sens que dans ce nuage un peu du burn-out, je retrouve de l'énergie quand je fais ça. Donc là, je me dis, OK, peut-être que ça me plaît en fait. Peut-être que je trouve ma place dans quelque chose. À ce moment-là, c'est pas très clair. Je me dis juste, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas autant de clarté qu'aujourd'hui où je sens vraiment que je me sens à ma place. À ce moment-là, je me dis, je vais essayer. Il y a des étudiants qui me demandent de les aider. Donc je me dis, s'il y a des gens qui demandent de les aider... Des étudiants en médecine à chaque fois? Ouais, que des étudiants en médecine. Il y a quelques étudiants en pharma, en sage-femme... qui sont sur le groupe, mais il y a quasi que des étudiants en médecine sinon. Tu peux rappeler quelques chiffres de la mauvaise santé mentale des étudiants en médecine? Oui, justement. Alors, je les connais bien maintenant. Je crois qu'on a 75% des externes ou internes, je pense, qui ont des symptômes d'épuisement professionnel. Donc ça, déjà, c'est extrêmement banalisé. En fait, on se rend compte que si c'est les 3/4, probablement que tous les symptômes qu'on met de côté en disant non mais ça c'est normal, je suis interne, etc. En fait c'est juste des symptômes, donc c'est pas forcément hyper normal. On balaye d'un revers de manche parce que c'est l'internat. Voilà, c'est exactement ça, parce que c'est l'internat, donc c'est censé être normal. Et après on a 42% je crois de symptômes dépressifs. Alors là je crois que c'est juste sur les étudiants en médecine. Un étudiant en médecine qui se suicide tous les 18 jours, un interne qui se suicide tous les 18 jours. Un interne qui se suicide tous les 18 jours. Ouais, moi je me suis presque habituée à force, c'est terrible, à force de la dire. En fait, on se rend pas compte, mais là, il y en a un qui s'est suicidé il y a peu de temps. Je me rappelle plus de son prénom. Il y a une externe qui s'appelle Anna là, qui s'est suicidée en début d'année. Et en fait, moi maintenant, quand je les vois, à chaque fois que je les vois, je me dis putain, ça me donne de la force en fait pour le combat que je suis en train de mener. Et je me dis putain, mais en fait, je veux plus lire ça. Genre, faut éliminer ces statistiques de un étudiant de 25 ans ou de 22 ans, mais fin à ses jours. Et c'est une catastrophe ces chiffres. Mais on va moi, j'ai envie de vraiment faire en sorte que ça évolue. Après, je sais plus si j'en ai d'autres, mais ça donne déjà un bon panel. Non, c'est suffisant malheureusement pour planter le décor. Ok. Donc là, tu es à cheval. Alors, tu as dispo. T'envisages un retour ou tu te sens à l'équilibre avec cette organisation? À ce moment-là, alors, si on reste sur à peu près mars-avril, là où on est, j'ai encore jamais été rémunérée pour ce que je fais. Enfin, je viens de créer le groupe, donc j'ai même pas encore eu l'idée de ce que j'allais faire, etc. Donc à ce moment-là, je me dis juste, c'est l'arrêt de travail du coup pour le moment. Je me dis juste, je vais me soigner, je vais voir si après un peu de temps ça va mieux. Je suis sous antidépresseur, donc j'espère aussi qu'il y a un mieux à un moment donné. Je suis encore sur l'idée que ça va être un plus. Et en fait, je pense que la vraie prise de conscience sur j'arrête, elle vient quand je commence à avoir mes premiers clients, du coup, puisque c'est pas des patients, que je commence à gagner ma vie et que je commence à avoir des retours de personnes qui me disent ce que tu as fait, ça m'aide, en fait. Tu deviens auto-entrepreneuse? Ouais, je deviens auto-entrepreneur. Bon, ma micro-entreprise, elle est créée depuis longtemps parce que j'avais prévu de faire un truc à côté. Mais je commence à avoir les premières personnes que j'accompagne, c'est avril 2023. Donc, pendant mon arrêt de travail, même encore... Non, c'est juste après la fin de mon stage aux urgences. D'accord. Et donc, je fais ça à côté du début d'internat de psychiatrie après avoir changé. Je commence à accompagner des personnes. À partir du début de l'été, je commence à avoir quasiment un salaire qui me permet de vivre. Genre, c'est pas encore, on va dire, on peut pas encore vivre avec confortablement, mais ça, je peux envisager de me dire l'internat, je vais plus avoir le salaire de l'internat et je vais pouvoir survivre, on va dire. Et à partir de octobre-novembre, donc au moment où je demande ma dispo, là j'ai un salaire normal. Je suis à peu près au même niveau que le salaire de l'internat. Ah ouais, c'est incroyable. Donc je me dis, ok, je gagne ma vie. Les gens que j'accompagne me font des retours hyper positifs. J'ai vraiment l'impression que quasi 100% des gens qui intègrent l'accompagnement sont satisfaits, ont des résultats, etc. Donc je me dis, ok, donc j'ai créé un truc qui fonctionne. Et moi, je me sens hyper nourrie et épanouie par ce que je fais. Donc novembre, c'est le moment où je me dis, ça y est, je prends ma dispo. Et à ce moment-là, le jour où je décide de prendre la dispo, je sens un immense poids en moins parce que l'arrêt de travail, c'est pas pareil, on est encore en médecine en fait. Et le moment où je prends la dispo, là je me dis, je suis plus en médecine en fait.
j'ai le droit de dire j'ai arrêté. T'es pas en train de peut-être impacter la vie d'autres internes. Là, il n'y a plus personne qui est impacté. Je sais que c'est terminé. J'ai plus de salaire. Enfin, j'ai plus ni l'arrêt de travail ni le salaire de l'hôpital. Donc, je suis indépendante et autonome. Et je travaille toute la journée sur mon projet. Et à ce moment-là, je commence à retrouver un rythme de travail normal. Parce qu'avec le burn-out, c'est vrai que j'avais du mal à travailler beaucoup entre avril et novembre. À partir de novembre, décembre, je commence à retrouver un vrai rythme de travail. Et donc là, je me lève le matin et je fais des vraies semaines de travail sur mon projet. Et je me rends compte que, en fait, je me lève le matin et j'aime ce que je fais, en fait. Okay. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es organisé et qu'est-ce que tu proposes aux gens ? Alors, aujourd'hui, après plusieurs tests sur la durée, le format, etc., j'ai créé un accompagnement qui dure 3 mois. Plus ou moins, je rajoute un petit peu en fonction si les personnes ont besoin. Donc c'est 12 semaines. C'est structuré avec une formation en ligne en vidéo où j'ai mis tous les outils dont moi je parle dans l'accompagnement pour que les gens puissent se former un petit peu en autonomie. J'ai mis une séance de groupe par semaine. J'ai une séance individuelle un peu à la demande, c'est-à-dire que j'aimais pas le format du psy tous les 15 jours. Je préfère que les gens avancent à leur rythme et quand ils ont besoin, on se prend une session individuelle. Donc, il y a des sessions individuelles à peu près une fois par semaine ou une semaine sur 2 en fonction des gens. En fait, c'est les gens qui choisissent combien ils ont envie d'être accompagnés en individuel. Et après, il y a une partie en présentiel sous forme d'un séminaire un peu qui durera 3 jours et le premier aura lieu au mois de novembre. Est-ce que j'ai oublié un truc ? Et après, il y a une espèce de plateforme qui s'appelle Slack. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais en gros, c'est un espace d'échange et de discussion où, en gros, tout le monde partage un petit peu les exercices qu'ils font, les avancées qu'ils ont, les nouveaux trucs qu'ils testent, etc. Et donc, ça fait un peu un espace d'échange commun où tout le monde peut discuter ensemble et où moi, je leur réponds aussi à toutes leurs questions quotidiennement. Donc, il y a un vrai accompagnement au quotidien. C'est-à-dire jour après jour. Enfin, s'ils ont des questions, ils peuvent me les poser. Je vais répondre dans les 24 à 48 heures. D'accord. Et il y a un vrai suivi avec des objectifs concrets à la semaine où, si tu veux, l'accompagnement, il est découpé en 12 semaines. Chaque semaine a un objectif précis, concret, avec un outil psycho ou développement personnel un petit peu, où ils vont vraiment apprendre quelque chose, l'utiliser, le tester dans leur quotidien et voir l'impact que ça a pour eux. D'accord. Tu connais à peu près la proportion externe-interne c'est d'ailleurs, là, pour le coup, c'est aussi des étudiants en médecine, on est d'accord ? Là, j'ai que des étudiants en médecine dans l'accompagnement, pour le coup. Et c'est très varié en termes de promo. J'en ai à partir de la D1. J'en ai pas encore avant, mais je pense qu'avant, ils vont encore à peu près bien. Ouais. Donc, j'en ai à partir de la D1. Je crois que j'en ai 2 ou 3 qui sont en D1. J'ai 2-3 qui sont en D3. D1 troisième année, D3 cinquième année. Je vais dire en année. J'en avais une qui était en 6e année qui passait les ECN, donc 2 qui présentent les EDN là en octobre. J'ai eu pas mal de gens qui sont en fin d'internat de médecine générale, qui ont fini et qui en fait se questionnent sur leur orientation et qui sont au bout du rouleau en termes de santé mentale, mais qui aussi se posent beaucoup de questions sur comment ils veulent pratiquer ou s'ils veulent même pratiquer la médecine. Donc ça, j'en ai 3-4 en ce moment. Et là, en ce moment, j'en ai une dizaine à peu près. Donc là, je dois avoir à peu près tous ceux qu'on a en ce moment. Et globalement, ça s'est allé entre la D1 et la fin de l'internat, à peu près dans ces eaux-là. Formidable. Donc, il y a évidemment la fierté sans doute de venir en aide aux gens. Mais toi, à ce titre d'auto-entrepreneur, est-ce que tu sens que c'est davantage ce qui te... Est-ce que tu penses que c'est ce titre d'auto-entrepreneur, est-ce que tu penses que c'est davantage ce qui te correspond ? Justement, au début, je m'étais beaucoup questionnée. Je pense que j'avais beaucoup de croyances sur ce que j'étais censée faire, donc je me reconnaissais pas. Mon copain est auto-entrepreneur, donc je le voyais évoluer dans cet univers et je comprenais pas trop l'univers parce que j'avais pas compris ce que c'était un auto-entrepreneur, enfin un entrepreneur en fait, quelqu'un qui crée une entreprise. Maintenant, j'ai compris. C'est très loin du monde médical et nous en plus. C'est pour ça que je vais peut-être t'expliquer un petit peu pour donner ma vision moi de ce que c'est maintenant. À l'époque, c'est très flou. Je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée de ce que c'est une micro-entreprise, enfin même une société. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en fait. Maintenant, pour moi, la vision que j'ai de ça, c'est pour moi un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée quelque chose pour résoudre un problème. Donc en fait, les entrepreneurs sont des gens qui aident les gens. Enfin, clairement, c'est la meilleure manière d'aider les gens
en dehors de la médecine, c'est de créer une entreprise. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ce statut d'auto-entrepreneur, il me correspond mieux, déjà parce que je me sens beaucoup plus libre d'utiliser ce que je veux pour aider les gens. Et moi, ça me bloquait un peu en médecine et en psychiatrie, le fait que c'est très carré, en fait. C'est très scientifique, c'est très médecine d'épreuve, etc. Et moi, je suis un peu plus... j'aime bien essayer des choses. Surtout sur moi, ça n'a pas fonctionné, en fait. On va dire le parcours traditionnel de psychiatrie psycho m'a pas aidé à me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Donc du coup, moi j'ai vraiment le sentiment que là, la casquette d'entrepreneur me permet d'essayer des trucs qui viennent d'à droite, à gauche, du coaching, de la psycho, de la TCC, des D'abattre les thérapies, cloisons, des thérapies qui viennent un peu partout, de regarder ce qu'ils font aux États-Unis, ce qu'ils font dans d'autres pays d'Europe, etc. Et vraiment juste de tester ce que j'ai envie de tester. Et en fait, c'est un peu ce que je propose aux gens dans mon accompagnement, c'est je vous propose un panel d'outils. Tout va pas vous plaire, tout va pas vous correspondre. C'est un peu, on joue au petit chimiste, j'essaye des choses et je vois ce qui, moi, va avoir un impact sur ma santé mentale. Et j'aime beaucoup plus cette idée-là de pouvoir, on va dire, essayer plein de choses sans avoir les barrières qu'il y a, qui sont quand même assez carrées en médecine. Que de suivre des recos strictement. Suivre des recos, je n'aimais pas trop. Ouais. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup tous les aspects de l'entrepreneuriat que je pensais pas aimer, même tout ce qui est raconter des histoires, parce qu'en fait le marketing c'est raconter une histoire, raconter ce que j'ai vécu, expliquer comment moi j'ai réussi à m'en sortir. En fait c'est juste ça le marketing. Pour moi le mot marketing ça voulait rien dire. En fait c'est juste raconter des histoires, raconter un parcours. Dans le cursus médical, des mots comme marketing, auto-entrepreneur, ça nous percute en mode. C'est ça. Et même le mot vente, moi, me donnait des frissons, quoi. Je détestais le concept et l'idée même de la vente, alors que maintenant, je vois juste ça comme je vois un humain qui a un problème, j'ai la solution, je vais le voir et je lui propose juste ce que je fais en lui disant t'es juste en train d'organiser les choses en fait. Ça, je lui dis juste j'ai un truc, est-ce que tu le veux, et il peut dire oui ou non, et je vois plus du tout la vente comme un truc de forcing que j'aimais pas du tout, et là c'est juste j'ai créé un truc, j'adore ce que j'ai créé, ça marche, viens essayer ce que j'ai créé. Okay. Et je vois plus ça comme ça, et du coup j'aime toutes ces casquettes là. Et j'aime beaucoup le fait d'être chez moi. Et je pense que c'est ça que j'aimais en médecine pendant toutes les études. Ce qui fait qu'au début, j'aimais quand même mes études. C'est que j'adore apprendre, j'adore être chez moi. J'aime bien être en pyjama jusqu'à midi sur mon ordi à faire des trucs. Ça me convient beaucoup mieux comme rythme de vie. Je me sens beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sereine. C'est pas pour autant une inactivité. Non, parce que je bosse, je me lève à 5h tous les matins, je bosse énormément, je bosse le week-end, enfin je bosse presque plus que pendant mon internat, enfin je bosse beaucoup plus que pendant mon internat aux urgences, mais en fait j'aime ce que je fais, donc ça me nourrit profondément et ça n'a plus le même impact sur ma santé. Okay. Et je pense que ce que j'aime aussi avec cette casquette-là d'entrepreneur, c'est l'idée de me dire, ce que j'ai créé, c'est un premier projet. Et je vais pouvoir, ce projet, peut-être le porter à des facs de médecine, à des hôpitaux, en parler peut-être à des personnes qui s'occupent justement de notre cursus. Et je vois qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux faire, en fait. C'est moi vraiment qui vais décider comment je vais pouvoir organiser ma vie professionnelle. Et en plus de ça, ma vie professionnelle aujourd'hui s'adapte à ma vie personnelle et plus l'inverse. D'accord. Et ça, c'était important pour moi, je pense, à cause du burn-out aussi, où j'ai besoin de reprendre le dessus un petit peu et de remettre un équilibre. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Là, vraiment bien. Franchement, y a des hauts et des bas. Hein. C'est pas, il n'y a pas de fantasme aussi à avoir sur j'avais arrêté médecine, ça va être trop bien. Il y a des jours où ça va pas du tout, où c'est très dur aussi parce que c'est challengeant l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de sécurité et pas de parachute. Donc, si je travaille pas, je gagne pas ma vie. Si je me trompe, je gagne pas ma vie. Donc, c'est des challenges. Mais en fait, le niveau d'épanouissement que je ressens quand je fais ce que je fais, l'énergie que j'ai en me levant le matin, etc., contrebalance ce stress et fait qu'en fait, j'ai appris à gérer mon stress parce que du coup il est moins intense, et surtout je sais que mon stress vient de quelque chose que j'ai fait moi dans ma semaine, et donc je peux me dire là par exemple je suis stressée peut-être parce que j'ai trop travaillé aujourd'hui et pas d'un système et pas d'autres et la semaine prochaine peut-être je vais prendre une pause et je peux tout gérer, et en fait ça m'a redonné le pouvoir sur ma vie donc en fait je suis même quand ça va pas,
j'ai la voix dans ma tête qui était avant, ça va pas, on va abandonner, on va même abandonner la vie. Maintenant, quand ça va pas, je me dis, ça va aller mieux. Je le sais, en fait. Genre, je me dis, maintenant, j'ai vu les vagues qu'il y a eu dans ma vie. Et à chaque fois que je suis en bas, je me dis, je sais qu'après, il y a un pic émotionnel de ça va trop bien. Donc, j'ai appris à gérer les hauts et les bas. Et maintenant, je sais que, en fait, j'ai ce qu'il faut pour être heureuse et je me sens vraiment bien dans ma vie de façon générale, quoi. Ok. La médecine, on l'oublie ? Je pense que c'est marrant, j'ai une copine qui m'a posé la question il y a 3 jours, alors que justement je me suis reposé la question il y a très peu de temps. Je pense que je fais pas une croix complètement dessus parce que j'ai quand même aimé beaucoup la psychiatrie en soi comme discipline. J'ai pas trop aimé ce que j'ai vu de la psychiatrie pendant mon internat, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'avais vu de la psychiatrie quand j'étais externe à Nîmes. J'avais adoré le pôle de psychiatrie de Nîmes, j'avais adoré les médecins avec qui j'avais travaillé. J'avais beaucoup aimé l'univers de la psychiatrie, j'adore la santé mentale, j'aime les personnes différentes, atypiques, j'aime comprendre comment on peut les aider à vivre une vie plus épanouie. Donc je fais pas une croix dessus à vie, je pense que ça sera pas dans les 5-10 années à venir, mais je me dis si un jour, s'il faut repasser un concours ou les ECN, peut-être, je m'en fous. Si un jour j'ai envie d'être psychiatre pour poursuivre la mission que j'ai d'aider des humains à être plus épanouis, on va dire, si on doit la dire de façon générale, je le ferai. Je pense que c'est revenu et je pense que vivre un internat avec comment je vais maintenant, ça sera beaucoup plus envisageable pour moi que comment je me sentais avant. T'as obtenu quelques clés. C'est ça. Maintenant, je sais comment je peux faire pour aller bien et je sais ce qui est OK et ce qui est pas OK pour moi. Donc, je saurais dire non, en fait, si on m'impose des horaires de travail qui me conviennent pas, si on me laisse pas partir le jeudi à telle heure parce que j'ai piscine, je saurais dire non. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, mais il y a aussi cette hiérarchisation dans les études de médecine où on se tait parce qu'on a peur de pas être validé, on a peur d'être mal évalué, etc. Et ça, c'est assez terrible parce que ça nous empêche d'être d'étaler l'ensemble de notre personne et notre personnalité en fait. Exactement. Et moi, je me suis vraiment pas sentie épanouie et rayonnée en médecine aussi beaucoup à cause de ça, parce que j'avais toujours peur de faire ce qu'il fallait pas, de dire ce qu'il fallait pas, et donc du coup j'osais pas poser mes limites, exprimer mes besoins, parce qu'en fait on a l'impression que nos besoins sont pas légitimes. Ouais, et puis en plus je pense que c'est une idée préfaite parce que globalement on a des gens qui nous écoutent en face de nous et qui sont largement capables de dire ouais mais t'as raison, protège-toi. Complètement. Et puis même moi les quelques fois où j'ai dit pendant mon internat ou quoi, là cet après-midi je peux pas venir en stage parce que j'ai telle ou telle chose qui est importante pour moi ou je vais partir un peu plus tôt, sauf aux urgences où on a des horaires postés, mais de manière générale les chefs sont assez quand on ose le dire et que c'est dit de façon respectueuse mais ferme, on va dire, faut pas non plus trop s'écraser, j'ai l'impression quand même que c'est OK. Moi, j'ai une de mes copines qui va au CrossFit, je sais plus, genre le jeudi soir, elle part une demi-heure plus tôt de son stage. Elle l'a dit au début de son stage, ils lui ont dit OK, en fait, je pense que faut pas oublier aussi qu'on est des humains et qu'on a le droit d'aller au sport, on a le droit d'avoir rendez-vous chez le psy, on a le droit d'avoir des et que finir à 21h des besoins en fait c'est pas normal. C'est ça, finir à 21h tous les jours, non, c'est pas normal et les 48 heures semaine c'est très bien, c'est respecté dans certains stages, pas dans tous. Je pense c'est très bien de compter sur les lois et l'encadrement légal de notre internat. Je pense qu'il faut aussi un peu plus ouvrir notre gueule et dire non en fait, moi j'ai besoin d'aller au sport une fois par semaine. À un moment donné, c'est pas abusé de vouloir aller au sport. On a besoin de ça. En fait, on le sait, on est médecin. Donc, on sait que le sport, le temps libre, etc., c'est important pour notre santé. Donc, en fait, on va pas interdire à un interne d'aller au sport. C'est abracadabrant. Ou alors, à ce moment-là, c'est marrant, j'ai une des personnes que j'ai accompagnées avec qui on a discuté de ça dans un des épisodes du podcast que moi je fais, qui va sortir bientôt, où justement on disait on devrait le verbaliser. Donc en fait là vous m'interdisez d'aller au sport, c'est ça, genre j'ai pas le droit d'aller au sport. Ou moi je disais souvent aux urgences le truc de donc là j'ai pas le droit d'aller manger en fait, c'est ça, vous m'interdisez d'aller manger alors que j'ai faim. Ça paraît, quand on le verbalise comme ça paraît complètement fou en fait, de se dire un chef va m'interdire d'aller manger à midi. En fait non, on n'a pas le droit de nous interdire d'aller manger. Si j'ai faim à midi,
j'ai le droit d'aller manger à midi et c'est OK en fait, et je reviens à 12h30 et je continue à travailler après. Et en fait, je pense que c'est important aussi un peu plus de prendre notre place en fait et de juste faire évoluer ces études nous en fait, en se disant nous on trouve que c'est pas OK, on va les faire évoluer et on sera pas la nouvelle génération qui dira non mais c'était comme ça, moi quand j'étais interne c'était comme ça. Non, nous on dira on sera la génération d'internes qui a dit non en Proactif. fait on a changé les études de médecine. Ok, on va finir sur ça. Merci beaucoup Elena, c'était vraiment top et très précis, très enrichissant, très inspirant. Je mettrai sur les réseaux sociaux tous tes supports, tout ce que tu me diras de mettre pour mettre en avant ta façon de penser, ce que tu fais de manière générale. Donc merci beaucoup. Bonne continuation pour tous les projets qui sont vraiment très 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 top, très inspirants. À bientôt tout le monde et merci encore Elena.